Bonjour à tous. Le temps s'est figé pendant 1 minute ce midi en France pour rendre hommage aux victimes de l'attentat de Nice tuées dans la nuit du 14 juillet. En ce 3e jour de deuil national, François Hollande et Bernard Cazeneuve étaient côte à côte, place Beauvau, devant l'Assemblée nationale. De nombreux députés se sont réunis sur le grand escalier et à la Chambre haute, sénateurs et personnels se sont rassemblés dans le recueillement. Voyez ces images de cette minute de silence. Et avant ce moment d'hommage, Gérard Larcher a pris la parole brièvement. Dans un discours sobre, le président du Sénat a déclaré qu'avec les attentats, la conception même de notre société peut être mise en cause. Il a aussi appelé les parlementaires à leur responsabilité. Écoutez-le. C'est d'abord la responsabilité de l'exécutif et la mobilisation maximale de nos services de sécurité et de renseignement. C'est aussi la responsabilité du Parlement, à qui il appartient de vérifier la mise en œuvre et l'efficacité des lois qu'il a votées ou qu'il votera. C'est aussi l'engagement indispensable de chacune et de chacun, citoyen, engagement à porter une petite parcelle de la République. Notre démocratie doit se défendre de la haine, de la violence, du totalitarisme islamiste dans le cadre de notre Constitution et de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. C'est bien là l'enjeu de l'indispensable action et de la non moins nécessaire fermeté. Les responsables politiques ont le devoir d'y répondre avec encore plus de détermination et de courage. Manuel Valls et la ministre de la Santé, Marisol Touraine, se sont rendus à Nice où l'hommage a eu lieu sur la promenade des Anglais devant le monument du centenaire en présence de milliers de personnes. Le Premier ministre est arrivé puis est reparti sous les sifflets et les appels à démission. Voyez ces images. Vous l'avez vu, l'Union nationale a donc très vite volé en éclats après l'attentat de Nice. D'un point de vue politique, hier, Nicolas Sarkozy a vertement critiqué le gouvernement. Ce matin, réplique de François Hollande qui a invoqué l'obligation de dignité et de vérité de la parole publique. Résumé de cette passe d'armes par Jérôme Rabier. Pour François Hollande, ceux qui ont une parole publique ont une obligation de dignité et de vérité. Un appel à l'unité nationale envoyé ce matin à destination des politiques de tous bords après les divisions du week-end en plein deuil national. Dès samedi, c'est la présidente du Front National qui avait lancé les hostilités. Dans n'importe quel pays du monde, je dis bien n'importe quel pays du monde, un ministre au bilan aussi épouvantable que Bernard Cazeneuve, 250 morts en 18 mois, aurait démissionné depuis longtemps. Une demande balayée d'un revers de la main, mais une critique du gouvernement reprise par le patron du parti Les Républicains hier soir. Tout ce qui aurait dû être fait depuis 18 mois, vous m'entendez, ne l'a pas été. On est en guerre, une guerre totale. Nos ennemis n'ont pas de tabou, pas de frontières, pas de principe. Donc je vais employer des mots forts. Ça sera eux ou nous. Un ton martial qui a provoqué une réponse peu commune. Une lettre co-signée par Manuel Valls et Bernard Cazeneuve où ils affirment qu'aucun gouvernement n'a fait autant pour lutter contre le terrorisme et que 16 attentats ont été déjoués sur notre sol depuis 2013 avant d'attaquer le bilan de Nicolas Sarkozy. Beaucoup d'emplois avaient été supprimés, près de 12 500, dans les forces de sécurité intérieure et que les services de renseignement, notamment le renseignement territorial, avaient été affaiblis par la réforme de 2008. Regardant lucidement cette menace, nous avons décidé de rehausser
dans les armées comme dans les services du ministère de l'Intérieur, la totalité de nos moyens. Des passes d'armes bien loin de l'unité nationale qui avait prévalu lors des attentats de janvier et novembre 2015 et qui risquent de s'accentuer sur ce sujet à l'approche des futures échéances électorales. Sur le fond, l'attentat de Nice met en lumière la difficulté de lutter contre des terroristes imprévisibles et qui choisissent de nouveaux modes d'action. Face à cette mutation du djihadisme, de nombreux parlementaires, à droite comme à gauche, estiment que la réponse française n'est pas adaptée. Mounir Soussi est allé les interroger. Le temps du recueillement a rapidement laissé la place à celui des questions. Le pays est-il assez armé pour lutter contre le risque terroriste ? Après 3 attentats d'ampleur sur le territoire, l'opposition constate qu'il faut changer le logiciel sécuritaire. Mais là, je crois qu'il faut imaginer autre chose. On n'est pas équipé pour ça. Que ce soit du renseignement, les organisations de police ou de gendarmerie, on n'est pas équipé pour ça. On peut faire des rondes, tripler les rondes, quadrupler les rondes, mais c'est pas ça le problème. Et puisque le djihad se fait maintenant sur le territoire national et non plus en Syrie. Le gouvernement a répondu à la menace avec le dispositif Sentinelle et ses 10 000 militaires déployés sur le territoire. Le prolongement de l'état d'urgence, en vigueur depuis novembre dernier, sera débattu dès demain au Parlement. À la gauche du gouvernement, on met en garde contre une banalisation de la situation. Donc on voit bien qu'il faut réfléchir effectivement aux dispositifs de sécurité qui permettent d'empêcher de tels actes. Je ne suis pas sûr qu'on ce soit en prolongeant des mesures d'exception, des mesures de l'état d'urgence qu'on y parviendra. Depuis 2012, 3 lois antiterroristes ont été adoptées, mais l'empilement des textes n'est pas forcément la solution. Il y a d'abord à appliquer les lois très nombreuses que ce gouvernement a fait prendre. Je ne sais pas si de nouvelles lois viendraient renforcer cet arsenal. Au Sénat, une proposition de loi des Républicains préconise de renforcer en priorité le pouvoir judiciaire dans la lutte contre le terrorisme. Ce texte a achevé sa première lecture dans les 2 chambres. Il faudra attendre l'ordre du jour de la prochaine session pour savoir s'il ira à son terme avant l'élection présidentielle. Voilà pour l'actualité de cette journée encore très marquée par les conséquences de l'attentat du 14 juillet à Nice. Et dans ce contexte, nous vous proposons de revoir une audition du Sénat dans le cadre des travaux de la commission d'enquête sur la lutte contre les réseaux djihadistes. En janvier 2015, les parlementaires s'étaient intéressés à la façon dont les terroristes utilisent Internet à des fins d'organisation. Retour donc à cette audition. Mes chers collègues, messieurs, nous allons donc commencer, messieurs, mesdames, là-haut, non, je ne sais pas, cette deuxième table ronde qui se penchera sur l'utilisation de l'Internet à des fins d'organisation par les réseaux djihadistes, qui est évidemment la suite du sujet précédent et le cœur de notre commission d'enquête. Dans quelle mesure Internet est ce qu'on peut appeler le web profond sont-ils utilisés pour recruter, communiquer, préparer les actions criminelles? Quels sont les outils dont disposent les pouvoirs publics? Bon, on a revoté un texte au mois de novembre, le gouvernement a annoncé aussi un certain nombre de mesures récentes. Puis aujourd'hui, concomitance parfaite, le contre-discours gouvernemental sur les réseaux sociaux, donc tout ça est dans les purs. Quels seraient les outils juridiques dont nous aurions encore besoin pour mieux lutter contre ces phénomènes? Pour répondre à ces questions, qui sont des questions extrêmement importantes au stade où nous en sommes de nos constatations, Monsieur Chadris, qui est sous-directeur chargé de la lutte antiterroriste à la direction centrale de la police judiciaire, donc vous êtes au cœur du dispositif. Monsieur Robert est en retard, il va arriver. Et puis Jérémy Zimmerman, que nous ne présentons pas, membre de la Quadrature du Net, qui assure la défense, évidemment, des droits et libertés des citoyens sur Internet. Cette réunion est ouverte à la presse, fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel, ce qui explique aussi que certains de nos collègues ne vont pas le voir tout de suite, mais le verront un peu plus tard. Donc je vais vous donner la parole à tour de rôle. Les règles de notre commission d'enquête me conduisent à vous faire prêter serment.
de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité, étant entendu que toute fausse déclaration vous expose à des sanctions pénales prévues et réprimées par les articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. Je vais vous demander, Monsieur Chadris, de bien vouloir lever la main droite et de dire « je le jure ». Monsieur Zimmermann, de lever la main droite, je le jure. Merci. Je vais vous donner la parole, Monsieur Chadris, pour commencer pour une quinzaine de minutes. De façon à ce que vous nous fassiez un état des lieux de la législation applicable aujourd'hui, de certaines de vos préconisations et de la façon dont les enquêteurs sont aujourd'hui outillés, je dirais, pour lutter contre les réseaux djihadistes. Alors je rappelle, parce que vous n'étiez pas là tout à l'heure, que notre commission d'enquête travaille depuis plusieurs mois et que c'est avec une acuité évidemment particulière que nous avons repris nos travaux après la première semaine de janvier, évidemment. Et donc tout ça est encore à mettre en perspective avec les événements récents qui ont bouleversé notre pays et au-delà. Monsieur Chadris, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Donc simplement, en propos liminaire, donc je suis responsable de la sous-direction antiterroriste de la Direction centrale de la police judiciaire. Donc à ce titre, mon travail est de diligenter des enquêtes judiciaires. Donc je ne prétends pas avoir une vision exhaustive des choses, mais simplement je peux vous livrer une réflexion au vu des enquêtes que nous traitons et par le prisme de nos enquêtes justement. Alors, qu'est-ce qu'on constate sur le Internet et les organisations terroristes ? Tout d'abord, l'omniprésence d'Internet et des réseaux sociaux. C'est un lieu commun de le dire, mais nos enquêtes nous amènent, nous confirment cet élément. Alors, je vais rapidement faire un petit rappel du djihad médiatique, puisque on a l'habitude de dire que les organisations djihadistes ne recrutent plus, et ce sont les djihadistes qui adhèrent. On a une évolution du djihad médiatique avec une première génération recrutement, notamment par les imams dans les mosquées. On a une deuxième génération avec Al-Qaïda, et je dirais que maintenant on a une troisième génération, c'est le djihad global et le djihad médiatique. La communication qui est faite par ces organisations terroristes, elle ne se fait plus de manière verticale, mais je dirais de manière horizontale. Grâce à Internet, aux forums, aux réseaux sociaux, on a plusieurs niveaux de communication qui est mise en œuvre par les organisations terroristes. On a le premier niveau. Les sites officiels des prédicateurs sont des choses sur lesquelles on a beaucoup de mal à travailler. Ces sites sont instables, souvent en langue arabe. C'est le premier niveau. Deuxième niveau, qui nous intéresse plus, on a les forums et les organes médiatiques. Chaque forum dispose de ses correspondants dans différents pays, traite de différentes questions politiques, sociales, économiques, religieuses. Les gens ces correspondants dans les pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils participent à la conception, à l'élaboration du message à faire passer, à l'élaboration du djihad médiatique, et ils assurent le relais pour les organisations terroristes. Donc ils participent à la stratégie de diffusion. Et on a un troisième niveau, ce sont les sites de distribution finalement. Qu'est-ce que font ces sites de distribution? Ils maintiennent les infrastructures du djihad, les communiquent à leurs sympathisants et finalement au grand public. Je prends un exemple très simple, la vidéo de Koulibaly. La vidéo de Koulibaly, une fois qu'elle a été authentifiée et revendiquée par Daesh, elle a été mise en ligne, récupérée, et notamment par une section française d'un forum qui s'appelle A Plateforme Média, et qui a décidé de faire du mailing. Donc qui a utilisé et qui a créé des dizaines d'adresses de comptes Facebook notamment, pour assurer la diffusion à des milliers de personnes de cette vidéo. C'est un exemple précis, mais qui nous montre bien la façon dont fonctionnent ces organisations terroristes. On a une vidéo, on a une action qui est revendiquée par un groupe terroriste. La vidéo est reprise. Elle est très facilement mise en ligne.
On a évalué à 3 millions de mails générés par cette plateforme. Cette troisième génération, ce qui est nouveau, c'est qu'elle a changé sa manière de communiquer. Avec toujours un discours latent, qui est de dire, voilà, la communauté musulmane sunnite est agressée, elle est délaissée par les représentants religieux et politiques, et le seul moyen de la remettre à niveau, c'est le djihad. Al-Qaïda avait commencé à développer ce djihad médiatique, et je dirais que ça a été abouti grâce à l'action de l'EI, qui a compris que cette communication, c'était un vrai métier. On a des gens qui sont capables de mettre en ligne des vidéos, des organes de propagande qui sont très bien faits. Pour ne parler que c'est des organisations telles qu'Al-Qaïda ou l'EI ou Daesh, on a une revue d'Al-Qaïda que tout le monde connaît qui s'appelle Inspire, qui a été créée en 2010. Et si vous avez l'occasion de consulter cette revue, il y a tout dedans. On a Daesh, avec une revue qui a été créée en juillet 2014, au moment de l'instauration du califat, qui s'appelle Dabiq. Quand vous allez en ligne, que vous cherchez, et vous le trouvez assez facilement, la revue Dabiq, vous avez compris que le djihad médiatique a atteint un niveau qu'il n'avait jamais atteint jusqu'alors. Le but de ces organes de presse, de ces publications, c'est l'actualité des organisations terroristes. On a un certain nombre de publications qui sont des rapports d'activité d'un groupe terroriste. L'EI publie régulièrement son rapport d'activité. C'est d'un accès en ligne très facile. Ça constitue un vecteur de recrutement, de prosélytisme, d'information religieuse. Je reviens sur Inspire. Dans un de ces numéros, il y avait comment fabriquer une bombe dans la cuisine de votre maman. Accès très facile. Et ce qu'on constate dans nos enquêtes, les gens sur qui on travaille consultent régulièrement ces sites de propagande, ces revues. On en retrouve des traces de connexion très, très régulièrement. On retrouve des exemplaires papier. C'est quelque chose qui est très largement diffusé, qui est très efficace. Al-Qaïda puis l'EI ont compris également qu'il fallait publier ces revues en langue autre que la langue arabe. Donc on a des revues qui sont publiées Inspire en anglais, Dabiq qui est publié également en français, qui est traduite et publiée en français très rapidement. On en est au 6e numéro. Et on a un effet surmultiplicateur que sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sur Internet, c'est une véritable nouveauté. On en a pris conscience lorsqu'on a commencé à travailler justement sur les filières syriennes, où on a vu apparaître sur Facebook et Twitter, mais essentiellement sur Facebook, on a vu apparaître toute la propagande djihadiste qui circulait très, très, très facilement. Je ne parle même pas de YouTube ou Dailymotion, qui sont un moyen pour les organisations terroristes de facilement dupliquer leurs vidéos, et c'est très difficile après de les stopper. Vous avez vu ma collègue précédemment, elle a dû vous exposer la technicité que ça requiert. C'est extrêmement compliqué d'arrêter une vidéo. Une fois que la vidéo est en ligne, n'importe qui la reprend et la diffuse sur les réseaux sociaux. Ce qu'on constate dans nos enquêtes, c'est que les gens sur qui on travaille sont très, très actifs sur Facebook. On a, même si actuellement on constate une recrudescence des comptes, de l'utilisation de Twitter, Facebook, ça reste le premier vecteur, de communication. Ça facilite les conversions et la radicalisation. J'ai l'exemple très précis d'une mineure de 14 ans qui, en 2 mois, se convertit, se radicalise, veut partir en Syrie, n'y arrive pas, rentre en contact avec des adolescentes, des filles un peu plus âgées, et qui finalement, filles qui ont la volonté de commettre un attentat en région lyonnaise avec des armes légères, en 2 mois. On a l'utilisation de Facebook également
pour du financement. Alors l'EI n'a pas besoin de microfinancement pour se financer. On a traité une affaire récemment sur une association qui s'appelle Perle d'Espoir et qui utilisait très largement les réseaux sociaux. Vous pouvez répéter le nom, s'il vous plaît? Perle d'Espoir. Perle d'Espoir, merci. Donc c'est une affaire qui a été traitée il n'y a pas très longtemps, avec l'utilisation de Facebook, l'utilisation des réseaux sociaux, et chaque site, chaque profil Facebook avait un lien pour renvoyer à Perle d'Espoir. C'est un moyen de connexion également, connexion entre les individus qui sont en France, qui partagent les mêmes idées, qui partagent les mêmes préoccupations, mais c'est surtout un énorme moyen de communication entre les individus qui se trouvent en France et ceux qui désirent rejoindre la zone de conflit, donc Syrie ou Irak. Les combattants ouvrent en arrivant un compte Facebook et utilisent ces réseaux sociaux à des fins de prosélytisme, n'hésitant pas à publier leur vie quotidienne sur place, mettant en avant les butins qu'ils récupèrent, donnant des conseils très précis pour se rendre en zone de conflit, partageant des vidéos qu'ils ont eux-mêmes récupérées sur Dailymotion ou sur YouTube, vantant la vie là-bas, expliquant aux velléitaires, en tout cas ceux qui veulent partir, expliquant la façon dont ils allaient vivre là-bas, les maisons qui seront mises à leur disposition, la façon dont il faut faire pour partir, donnant des conseils très précis sur le matériel qu'il faut amener, la façon dont ils doivent s'habiller pour ne pas attirer l'attention sur les contrôles à l'aéroport, et très rapidement sur les parties privées, notamment de Facebook, on a des échanges de noms de passeurs, des échanges de numéros de téléphone qui permettent à tous les velléitaires d'avoir les clés, d'avoir le mode opératoire pour pouvoir se rendre très facilement sur zone, et on le constate, c'est très facile d'y aller, avec quelques conseils, et tout ça se fait par connexion, en plus sécurisée. Très vite, les individus communiquent sur Skype, et s'échangent de manière relativement sécurisée un certain nombre d'informations. Donc tout futur djihadiste en attente de conseils trouve très facilement par ces réseaux sociaux les moyens d'aller sur zone, les conseils pour y aller, ce qu'il va y faire, tout ça avec un côté très comment dirais-je, voilà, quelque chose de bien fait, qui attire les gens, qui attire les jeunes, et notamment les jeunes filles. Alors le cas particulier des jeunes filles, on le voit dans plusieurs dossiers. On a des jeunes filles qui vont sur les réseaux sociaux, qui communiquent essentiellement entre elles, et qui se font harponner, entre guillemets, par des combattants qui sont sur zone et qui cherchent une épouse. On a vu des mariages express sur Skype pour des jeunes filles qui ensuite partent en zone de conflit pour rejoindre leur mari très rapidement. On a également actuellement une campagne de recrutement de l'EI pour faire venir des jeunes filles musulmanes, françaises ou non musulmanes, en leur demandant « veux-tu épouser un djihadiste en Syrie ?» C'est un phénomène relativement nouveau, mais on le constate tous les jours. C'est très facile de créer un compte Facebook, quelques minutes, on a un compte, et très rapidement, il suffit sur le compte de mettre quelques signes apparents, la shahada, quelques drapeaux, on rentre vite en contact avec des amis, et la radicalisation se fait très rapidement, et les éléments pour partir sont très rapides. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à maîtriser. Alors en même temps, c'est une aide pour nous. Il est évident que nous, services d'enquête, on utilise ce qu'on trouve sur Internet pour nourrir nos dossiers. Parce qu'évidemment, dans le cas des filières syriennes, on ne fait pas de constatation sur place, on ne se rend pas sur zone. Donc le but pour nous, c'est de réunir des éléments de preuve pour pouvoir déférer les gens à l'autorité judiciaire, notamment dans le cadre d'associations de malfaiteurs à but terroriste. Donc il est clair que la surveillance d'Internet, la surveillance des réseaux sociaux, nous amène ces éléments de preuve, nous amène la possibilité d'avoir des éléments de localisation de certains combattants, puisque certains
tiennent carrément des journaux quotidiens de leur activité, vantent les mérites de leurs différentes katibas, expliquent qu'ils sont dans tel ou tel groupe, et évidemment tout ça donne au service d'enquête des éléments pour nourrir un dossier. On a eu un cas très précis d'un individu qui est revenu en France au mois d'octobre, qui est actuellement mis en examen, où il tenait un journal de bord quotidien, et avec la particularité quand même assez rare de mettre tout ça sur la partie publique de son Facebook. Donc c'est aussi une stratégie pour les organisations terroristes de laisser faire, voire d'encourager ce type d'initiative, toujours dans un but de recrutement, de prosélytisme, et de finalement pouvoir donner à beaucoup de monde l'accès à ce genre d'informations pour pouvoir recruter, le but étant de recruter de recruter facilement des combattants et les faire venir. Les auditions que l'on fait des gens qui reviennent de zones de conflit nous permettent également d'établir que certains occidentaux qui sont là-bas n'ont pas forcément les armes à la main, mais s'occupent d'administrer des sites internet et s'occupent de gérer la communication ou les sites Facebook de certains d'entre eux. C'est leur travail là-bas. Donc c'est la preuve aussi que ces organisations comme Al-Qaïda ou comme l'EI accordent énormément d'importance à la diffusion de leurs messages sur Internet. On trouve assez rapidement des limites dans nos investigations, puisque jusqu'à récemment, la loi ne nous permettait pas d'utiliser l'infiltration sur Internet pour pouvoir rentrer dans les Facebook. Donc on avait accès notamment qu'aux parties publiques. C'est très vite limité. La cyberpatrouille et la cyberinfiltration va nous permettre rapidement d'infiltrer ces réseaux et de rentrer dans les profils Facebook des individus. C'est peut-être aussi pour ça qu'on constate une légère désaffection pour Facebook. Depuis quelque temps, on s'aperçoit que les djihadistes mettent de moins en moins de choses sur leur profil, privilégient Skype, retournent un peu sur Twitter, parce qu'ils ont aussi compris qu'en s'exprimant très largement sur les réseaux sociaux, eh bien, c'était aussi un moyen pour les services d'enquête d'obtenir des éléments à charge. Donc on constate ça depuis quelque temps. Évidemment, tout ça nous oblige également à spécialiser des gens, mais aussi à saisir. On saisit dans les perquisitions énormément de supports informatiques, d'ordinateurs, de clés USB, de disques durs. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a des gens qui sont de plus en plus pointus sur Internet, qui sont de plus en plus pointus en informatique, qui commencent à maîtriser des logiciels de cryptage et qui ensuite arrivent facilement à effacer des données. Je rappellerai juste l'affaire Nemouche, où des supports informatiques ont été saisis avec des données effacées. D'où l'intérêt d'avoir un support de techniciens comme ceux de Madame Chambon, que vous avez vu juste avant, pour pouvoir essayer justement de décrypter ce genre de choses. On a aussi la possibilité de faire un certain nombre d'investigations techniques avec des gens qui sont spécialisés en décryptage. Néanmoins, il ne faut pas se leurrer, on assiste aussi à l'utilisation du Darknet, et on sait que Facebook, Facebook a annoncé fin 2014 sa volonté de la possibilité d'utiliser Facebook sur le Darknet. Ce qui va rendre là aussi les investigations beaucoup plus compliquées, puisque naturellement les communications seront naturellement cryptées. Donc il est évident que les terroristes s'adaptent aux méthodes d'investigation,
La nouvelle loi qui est arrivée, elle a le mérite d'exister. Il faut aussi la mettre en application. Il faut aussi qu'on utilise les nouveaux moyens qui sont mis à notre disposition. Mais ça ne pourra pas tout résoudre. On aura toujours une partie qui sera visible sur Internet, qui sera volontairement diffusée par les organisations terroristes. Mais on aura une partie qui sera beaucoup plus compliquée à détecter, beaucoup plus compliquée à intercepter. Après, aussi, on a des individus qui ont très vite compris que le téléphone portable et Internet, c'était pas une bonne chose. Je reviens sur Nemouche. Nemouche, il n'avait pas de compte Facebook, il n'avait pas de téléphone portable. Donc il est évident que les enquêtes, lorsqu'on a affaire à des gens déterminés qui ont compris que les réseaux étaient aussi une façon pour les services de police de les infiltrer, vont très rapidement s'adapter. Le Darknet, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout état de cause, nous n'aurons pas la possibilité de suivre, entre guillemets, les comptes Facebook, les Twitter des individus qui sont là-bas. Écoutez, je vous remercie de ces précisions et de ces informations. On comprend bien qu'on est dans la guerre de l'obus et du blindage, et qu'au fur et à mesure que nous nous adaptons, évidemment, les djihadistes et les candidats djihadistes et leur entourage s'adaptent évidemment au dispositif, et que donc on aura vraisemblablement toujours une petite longueur de retard sur la façon dont il fonctionne, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas essayer par tous les moyens de lutter précisément. Et vous nous avez bien rappelé que les réseaux jouaient un rôle déterminant. Évidemment, la table précédente l'avait noté, mais c'est quand même bien de le souligner de nouveau. Les réseaux sont un vecteur essentiel dans la formation de ces réseaux djihadistes. C'est une évidence pour nous. Apparemment, ça ne l'était pas de façon aussi criante pour tout le monde, et c'est bien de le rappeler. Alors, dans le cadre de cette table ronde, je vais maintenant donner la parole à la Quadrature du Net, Monsieur Zimmermann, qui va lui nous expliquer comment Internet est plutôt un espace de liberté, et voir comment les mesures de contrôle sont plus difficiles, moins acceptables et pas conformes à l'idée qu'on peut se faire aussi de ce réseau tentaculaire. On a vu tout à l'heure les difficultés de la traçabilité de la source, et puis aussi du blocage. Monsieur Zimmermann, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Tout d'abord préciser en propos liminaire que je ne suis plus porte-parole de la Quadrature du Net. Je m'exprime ici en tant que cofondateur. Nous partageons entre cofondateurs la parole de l'association. J'espère qu'un éventuel cynisme dans mes propos ne sera pas interprété comme étant l'apologie du terrorisme par les temps qui courent. Quelque part... je ne sais pas si je dois me féliciter ou pas de participer de ce qui me semble être une formidable façon d'éviter de discuter des problèmes fondamentaux concernant les prisons, les banlieues, l'école publique, les pratiques actuelles de surveillance, tant Internet fait office de parfait bouc émissaire lorsque l'on évoque la question du djihadisme et de la radicalisation. Je me permets juste de vous dire qu'en ce qui concerne notre commission, c'est absolument pas le cas. Le problème de la radicalisation en prison, des ratés de l'intégration ou des problèmes liés aux problèmes sociaux liés sont absolument présents et déterminants. Internet est un élément, mais ce n'est pas l'élément, donc je vous rassure sur ce point. Écoutez, lorsque l'on observe les déclarations des responsables politiques ces jours-ci, on n'a pas cette impression-là, mais j'accorde
j'accorde évidemment à votre commission le bénéfice du doute sur ce point. Le fait est que nous avons aujourd'hui en place un arsenal législatif concernant la sécurité au sens large, la surveillance et Internet, qui tout entier n'a pas permis d'arrêter les récents tueurs et les empêcher de commettre leurs actes barbares. Le fait est que l'empilement de lois concernant Internet et attaquant les libertés fondamentales sur Internet, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la commission consultative du gouvernement en matière de droits de l'homme qui n'a pas été consultée sur la loi antiterroriste qui le disait. Le fait est que les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous allons probablement continuer dans la même logique. Puisque ça a échoué jusqu'à présent, continuons. Pour ce faire et pour bien profiter d'une ministérisation du débat public, il est indispensable de faire des amalgames. De la même façon que l'on a réussi à imposer dans la LOPSI la censure des sites à caractère pédopornographique en mélangeant les questions de la pédopornographie et de sa diffusion avec les questions de la protection de l'enfance, en instrumentalisant des fantasmes comme ceux de l'accès aléatoire par hasard à des contenus pédopornographiques sur Internet. Ici, je pense qu'il va être indispensable pour plus de confusion d'amalgamer la question du terrorisme, de la radicalisation et de la diffusion des propos de haine. C'est ce que l'on entend aujourd'hui dans le débat public, dans les diverses déclarations de droite comme de gauche dans cette merveilleuse union nationale. Et nous attendons, hélas, de nouvelles lois portant atteinte à nos libertés fondamentales sur Internet, qui seront peut-être une fois de plus applaudies sur les bancs de la gauche comme de la droite, jusqu'à la droite dure. Plusieurs cas se présentent à nous et doivent être considérés. Tout d'abord, le cas des djihadistes qui ne sont pas bêtes. Il y en a probablement. Les djihadistes pas bêtes, comme ça a été évoqué dans l'intervention précédente, savent déjà qu'Internet et le téléphone mobile sont utilisés pour les tracer et, dans bien des cas, ne l'utilisent pas. D'autres terroristes pas bêtes utilisent déjà des technologies d'anonymisation et de chiffrement, par là échappe à une bonne partie des mesures déjà en place, et une bonne partie des mesures qui pourraient être ajoutées à l'arsenal. Ces technologies qui sont qualifiées, on l'entend, de deep web ou de web profond, dans ce que l'on pressent comme étant le début d'une offensive contre l'anonymisation sur Internet, contre le chiffrement. Les déclarations récentes du Premier ministre anglais et des débuts de mouvements politiques au niveau du Conseil de l'Union européenne laissent à penser que l'on soit au devant d'efforts politiques et législatifs visant les outils d'anonymisation et les outils de chiffrement. Cette offensive est déjà à l'œuvre depuis quelques années. On se rappelle du PDG de Google, Eric Schmidt, déclarant « Si vous souhaitez être anonyme sur Internet, c'est donc que vous êtes un criminel et que vous avez quelque chose à cacher ». Cette offensive avance dans les médias. On nous parle donc du dark web, du dark net, comme s'il s'agissait d'un espace sombre, forcément malsain, alors que ces technologies d'anonymisation et de chiffrement sont utilisées aujourd'hui par des millions de dissidents politiques, de journalistes et d'activistes dans le monde, pour qui ces technologies sont la condition sine qua non de la survie. Il n'existe pas de deep web, de dark web. Déjà, le web, ça n'est qu'une petite portion d'Internet. Et lorsque l'on parle de dark web, de darknet, on évoque en fait la capacité de deux ordinateurs à parler le protocole de leur choix, soit-il chiffré ou non, anonymisé ou non. On décrit ici ce que l'on appelle concrètement Internet. La possibilité d'ordinateurs sans intermédiaire, sans médiation, sans garde-barrière, de choisir un protocole et de le discuter entre eux, c'est la définition même d'Internet. Alors évidemment, lorsque Google définit Internet, il définit Internet comme tout ce que Google peut aspirer, tout ce que Google peut espionner et donc livrer à la NSA.
et par définition, le reste est marginalisé, décrédibilisé, exclu derrière cette notion de web profond. Ensuite vient le cas des terroristes plutôt bêtes. Ceux qui n'ont pas entendu parler de la surveillance, fût-elle de masse,